Le froid piquant du champagne imprégnait la soie de ma robe blanche. Je me tenais au milieu de la grande salle de bal du musée d'Orsay à Paris. Un monument dégoulinant d'humiliation. Devant moi, mon père, François Duval, tenait le microphone. Celle-là, dit-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Toujours aussi maladroite. La foule, des centaines de personnalités parisiennes, ricanaient avec lui. Ma sœur, Camille, l'enfant prodige, couvrait sa bouche pour dissimuler son sourire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas tressailli. J'ai juste regardé mon père droit dans les yeux, repoussé mes cheveux mouillés de mon visage, et souri. C'était un petit sourire privé, froid. Un sourire qui savait exactement ce qui allait arriver. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Vous êtes-vous déjà senti invisible ou comme la brebis galeuse de votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Ce sourire avait mis 2 heures à se former. 2 heures plus tôt, je conduisais mon Audi dans le centre de Paris. Mes phalanges blanches sur le volant. L'invitation à la fête de fiançailles de Camille était restée sur mon comptoir pendant un mois. Une bombe à retardement d'obligation. J'avais hésité toute la semaine. Mon mari, Marc, avait appelé de Zurich ce matin-là. Il était en train de conclure une affaire colossale. Quelque chose concernant l'infrastructure de l'IA, mais il prenait toujours le temps de déchiffrer mon humeur. Tu n'es pas obligé d'y aller, tu sais, avait-il dit, sa voix calme et claire à travers la ligne. Ils ne t'ont jamais bien traité, Amélie. Tu n'as rien à prouver. Marc, le fondateur reclus de Sterling AI, dont la fortune était estimée à 25 milliards d'euros, l'homme que ma famille n'avait jamais rencontré et dont elle ne pouvait même pas concevoir l'existence. Nous étions mariés depuis 2 ans. Une vie de partenariat silencieux et de sécurité que je tenais à l'écart de ma famille. Non seulement pour sa sécurité, mais pour ma propre santé mentale. Il avait raison. Bien sûr, il avait toujours raison. Alors pourquoi étais-je ici? Conduisant vers le musée d'Orsay. Mon estomac noué par cette vieille acidité familière d'anticipation et d'effroi. C'est ce que j'appelle le piège de l'acceptation. C'est un poison que l'on boit volontairement. Dans ma vie professionnelle, je suis procureure adjointe de la République. Je plaide devant les tribunaux et je poursuis les politiciens corrompus et les chefs du crime organisé. Je ne scie pas. Je bâtis des dossiers. Je suis les preuves et je gagne. Mais avec eux, avec ma famille, j'étais toujours cette fille de 12 ans espérant une tape sur la tête. C'est ça le piège. C'est le murmure qui dit, peut-être que cette fois, ce sera différent. C'est la croyance que si vous vous présentez juste une fois de plus, que si vous accomplissez une chose de plus, que si vous vous habillez comme il faut, ce sera le jour où ils vous verront enfin, où les gens qui ont passé une vie à vous ignorer se réveilleront soudainement et vous offriront la validation dont vous avez soif. C'est un mensonge stupide, persistant, épuisant, mais j'y ai quand même marché. J'ai garé la voiture, lissé ma robe blanche et suis entré dans la fosse aux lions. Je suis entré dans la salle de bal, et l'odeur de l'argent et des lys m'a frappé. C'était une démonstration obscène du statut de vieille fortune de la famille Duval. Ma mère, Christine, a glissé devant moi, ses yeux balayant rapidement mon apparence. Amélie, tu as réussi à venir, dit-elle, sa voix tendue. Cette coiffure est pratique, soit dit en passant. Elle n'a pas attendu de réponse, se tournant déjà pour saluer un donateur pour son musée d'art. De l'autre côté de la pièce, ma sœur Camille rayonnait. Elle était le centre de tout, acceptant les félicitations. Son rire, clair et sans effort. C'était l'enfant prodige. Il m'a fallu des années et beaucoup de thérapie pour comprendre ce que cela signifiait vraiment. Dans une dynamique familiale narcissique, les rôles sont attribués très tôt. Camille était l'enfant prodige. Elle existait pour être un reflet parfait du succès de mon père et de la grâce sociale de ma mère. J'étais le bouc émissaire. J'existais pour porter tous les échecs de la famille, leurs insécurités, leur honte. Ce n'était pas seulement une méchanceté occasionnelle. C'était une exigence systémique. Ils avaient besoin que je sois l'échec pour qu'elle puisse être la star. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'ai gagné le championnat de débat de l'État. J'étais si fière.
Je pensais que ma poitrine allait éclater. J'ai attendu devant la porte qu'ils viennent, mais ils ne sont jamais venus. Ils l'ont manqué. Pourquoi? Parce que c'était le même soir que le récital de ballet de printemps de Camille. Pas son premier solo. Juste un récital. Mon trophée est resté dans mon placard, prenant la poussière. Leurs applaudissements pour elle résonnaient dans ma tête. L'ouvreur, tenant une liste, a trouvé mon nom. Ah, oui, mademoiselle Duval. Vous êtes à la table 19. Bien sûr que j'y étais. La table 19, cachée à l'arrière, presque derrière un pilier de marbre, à côté de l'entrée du traiteur. J'ai trouvé ma place parmi les parents éloignés et ma cousine Sophie, la gentille. Amélie, murmura-t-elle, me serrant vraiment dans ses bras. Je suis si contente que tu sois venue. Ta robe est magnifique. Merci, Sophie. Tu es superbe. Une vieille tante s'est penchée. Amélie, ma chère, tu travailles toujours à ce travail difficile, avocate commise d'office, n'est-ce pas? C'était leur récit pour moi. L'avocate commise d'office. Un travail noble mais mal payé. Ça doit être tellement épuisant de s'occuper de ces gens et ça ne paie certainement pas assez. Tu ne trouveras jamais un mari décent comme ça. J'ai juste souri. Je n'ai pas pris la peine de la corriger. Je ne lui ai pas dit que j'étais procureure adjointe de la République. Je ne lui ai pas dit que les gens avec qui je traitais étaient certains des criminels les plus puissants du pays. Et je ne lui ai certainement pas dit que 2 ans plus tôt, j'avais épousé Mark Sterling. J'ai gardé cette partie de ma vie bien enfermée. C'était la seule chose qu'il ne pouvait pas critiquer, pas diminuer, pas toucher. J'étais juste Amélie. L'avocate commise d'office maladroite. Et pour l'instant, c'est exactement ce que je voulais qu'il voie. La musique s'est adoucie. Mon père, François Duval, est monté sur la petite scène. En tapant sur le microphone, la pièce est tombée dans un silence respectueux. Merci à tous d'être ici, a-t-il commencé, sa voix résonnant avec le charme exercé d'un magnate de l'immobilier de longue date. Ce soir est le rêve d'un père. Ma magnifique fille Camille. Il a rayonné vers ma sœur qui l'a regardé avec une adoration pure et fiancée à un homme qui répond enfin à nos attentes. Julien Leroy. Il a désigné Julien qui se tenait à côté de Camille, l'héritier parfait d'une dynastie politique. Julien, vous n'épousez pas seulement Camille. Vous rejoignez un héritage d'excellence. Il y a eu des applaudissements polis. J'ai siroté mon eau. Je savais que mon nom ne serait pas mentionné. Il ne l'était jamais. Mais ensuite, ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés directement sur moi. À la table 19, un projecteur de pitié. Et bien sûr, a-t-il poursuivi, son ton passant à celui d'une fausse sympathie magnanime. Mon autre fille, Amélie, est ici. Elle a même fait tout le chemin seule. La foule a ricané. Ce n'était pas hostile. Pas encore. C'était le genre de rire doux et dédaigneux réservé à la vieille fille de la famille. L'original. Mes joues brûlaient, mais je gardais une expression parfaitement neutre. Nous sommes toujours si fiers de l'indépendance d'Amélie, a dit mon père, en insistant sur le mot, de son dévouement à ce petit travail qu'elle fait. Nous espérons tous qu'un jour elle trouvera sa propre voie. Peut-être quelque chose d'un peu moins fastidieux, et bien sûr, un homme bon pour prendre soin d'elle. Plus de rire, plus fort cette fois. C'était une exécution publique. Livrée avec un sourire, j'ai senti ma cousine Sophie tressaillir à côté de moi. Mon père a levé son verre à Camille et Julien. Après le toast, il est descendu de la scène, se prélassant dans les félicitations. Il était le roi de cette pièce. Il a pris un plateau de champagne frais d'un serveur qui passait et s'est dirigé directement vers ma table. Mon cœur n'a pas battu la chamade. Il est juste devenu froid. Je connaissais ce coup. C'était le suivi intime, l'attaque à bout portant. Il s'est arrêté devant moi, son ombre tombant sur la table. Le rire dans ses yeux n'avait pas disparu. Mais vraiment, dit-il, sa voix basse et réprimandante. Tu es à la fête de fiançailles de ta sœur. Le moins que tu puisses faire est d'essayer d'avoir l'air heureuse. Et puis c'est arrivé. Il a trébuché. Un trébuchement théâtral,
maladroit. Qui n'était pas maladroit du tout. Son bras s'est projeté en avant et tout le plateau en argent. Une douzaine de verres pleins de champagne glacé se sont vidés directement sur ma poitrine. 1 litre de liquide froid et collant m'a trempé des épaules à la taille. Ma robe blanche, celle que j'avais choisie si soigneusement, est devenue instantanément transparente, collant à moi. Le choc du froid m'a fait halter. Toute la salle de bal est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber. Mon père, tenant toujours le plateau vide, m'a regardé. Son microphone, accroché à son revers, était toujours allumé. Il s'est penché et sa voix, cette voix forte et confiante a résonné à travers tous les haut-parleurs de la pièce. Celle-là, dit-il, secouant la tête avec un soupir d'acteur, toujours aussi maladroite. Le silence s'est rompu. Ce n'était pas un ricanement cette fois. C'était un rugissement. La pièce a éclaté de rire à gorge déployée. Les gens applaudissaient. Ma mère, de l'autre côté de la pièce, avait la main sur la bouche, mais ses épaules tremblaient de joie. Camille était rouge vif, riant si fort qu'elle a dû s'appuyer sur Julien pour se soutenir. Je suis restée assise là, trempée, humiliée, et complètement, absolument calme. Le sourire que j'avais eu plus tôt avait disparu, remplacé par autre chose, une immobilité. Le piège s'était refermé, et j'en avais enfin fini d'être l'appât. J'étais juste assise là, dégoulinante. Le rire de la pièce résonnait dans mes oreilles. Le champagne était froid, mais je ressentais une étrange clarté brûlante. Ma cousine Sophie s'est précipitée, le visage pâle d'horreur, des serviettes flottant inutilement dans sa main. « Oh mon Dieu, tu vas !» Mais elle a été écartée. Quelqu'un d'autre a bougé plus vite. Julien Leroy, le fiancé en or de Camille, l'héritier de la machine politique Leroy, se tenait soudainement juste devant moi. Il ne regardait pas mon père, qui souriait toujours. Il ne regardait pas ma sœur, qui essayait d'attirer son attention. Il me fixait, non pas avec pitié, non pas avec amusement, mais avec un regard de reconnaissance absolue et stupéfiante, comme s'il venait de voir un fantôme. « Camille, chérie, juste une seconde, dit-il, repoussant ma sœur sans même la regarder. Il s'est accroupi à côté de ma chaise, ignorant la flaque dans laquelle j'étais assise. Ma famille, François, Christine et Camille se sont rapprochés, curieux de savoir ce que faisait leur nouvel atout précieux. Julien s'est penché, et sa voix était un murmure bas et urgent que seul notre petit groupe pouvait entendre. « Mon Dieu » a-t-il soufflé. « Vous êtes Amélie Duval, n'est-ce pas ?» Je l'ai juste regardé. Ses yeux étaient grands ouverts. La procureure adjointe de la République, celle qui vient de poursuivre le sénateur Dumas. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Nom d'une pipe, murmura-t-il, passant une main dans ses cheveux parfaits. Mon père. Mon père essaie d'obtenir un rendez-vous avec votre patron depuis un mois à propos de cette affaire. Il dit que vous êtes la procureure fédérale la plus redoutée de Paris. Silence. Une petite bulle froide de silence. En plein milieu de la salle de bal riante, le sourire de mon père s'est figé. La main de ma mère, qui couvrait son sourire, est tombée. Camille avait juste l'air confuse. Il ne savait pas qui était le sénateur Dumas. Il ne comprenait pas les complexités de la poursuite fédérale, mais il comprenait parfaitement une chose. Il comprenait le regard de peur et de respect pur et non dilué dans les yeux de Julien Leroy. Le jeu venait de changer. Le rire dans la pièce a commencé à sembler lointain, creux, et je n'avais toujours pas dit un seul mot. Je n'ai même pas regardé Julien. Ces mots, procureur fédéral redouté, sont restés en suspens dans l'air. Une petite explosion secondaire. Mes yeux étaient fixés sur l'entrée principale de la salle de bal parce que je savais que j'avais vérifié ma montre juste avant que mon père ne commence son discours. Le vol de Marc devait atterrir il y a 1 heure. Il était proche, et pile à l'heure. Les grandes doubles portes de la salle de bal se sont ouvertes. Ce n'était pas une entrée dramatique. C'était silencieux. 2 hommes en costume sombre, impeccablement taillés, sont entrés les premiers. Ce n'étaient pas des serveurs. Leurs yeux ont balayé la pièce avec une efficacité troublante et exercée. Ils portaient des écouteurs transparents. Mon père François.
Toujours figé par les mots de Julien. S'est enfin ressaisi. Il a vu les nouveaux arrivants et a gonflé sa poitrine, prêt à jouer le rôle d'hôte. Excusez-moi, a-t-il commencé à dire, faisant un pas vers eux. C'est une. Ces mots sont morts dans sa gorge. Un troisième homme est entré entre les deux gardes. La pièce n'était pas seulement devenue silencieuse. On aurait dit que tout l'oxygène en avait été aspiré. Cet homme, il n'était pas grand, mais il avait une présence qui semblait remplir toute l'immense salle de bal. Il portait un simple costume Tom Ford sombre qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, mais il était sobre. Il avait des cheveux et des yeux foncés et une expression de calme absolu. Le fondateur reclus, presque mythique de Sterling Hayes. L'homme qui n'avait pas été photographié publiquement depuis 3 ans. L'homme dont la fortune était estimée à 25 milliards. Mark Sterling, mon mari. Il n'a pas regardé mon père. Il n'a pas regardé ma mère, dont la main agrippait maintenant le dossier d'une chaise. Il n'a pas jeté un coup d'œil à Camille ou à son fiancé soudainement ébloui. Ses yeux m'ont trouvé. À la table 19, toujours trempé dans ma robe blanche ruinée. Il a marché droit vers moi. La foule ne s'est pas contentée de s'écarter. Elle s'est fendue. C'était comme regarder la mer Rouge se séparer. Il se déplaçait avec une confiance qui n'avait pas besoin d'être bruyante. Il était juste là. Il m'a atteinte. Ses yeux se sont adoucis en voyant ma robe trempée et le champagne séchant dans mes cheveux. Il n'a rien dit au début. Il a juste enlevé sa propre veste Tom Ford, celle que je savais être sa préférée. Celle qui coûtait probablement plus cher que toute cette fête et l'a doucement, soigneusement, enroulée autour de mes épaules. J'ai senti la chaleur de son corps, la laine sèche et coûteuse contre ma peau. Je devais trembler parce que je n'ai arrêté que lorsqu'il m'a attiré vers lui. Il s'est penché et a repoussé mes cheveux mouillés de ma joue avec son pouce. Désolé d'être en retard, mon amour, a-t-il murmuré. Sa voix, un grondement chaud et bas juste pour moi. Le vol de Zurich a été retardé. Puis il m'a embrassé. Pas un petit baiser. Un vrai baiser. Un baiser, tu es ma femme et je suis là. Juste devant ma famille et toute l'élite parisienne. Toute la salle de bal a semblé laisser échapper un seul souffle collectif. J'ai entendu quelqu'un laisser tomber un verre. J'ai appuyé ma tête contre sa poitrine. Me sentant enfin en sécurité. Il a gardé un bras serré autour de moi, maintenant sa veste en place. Puis il s'est tourné. Il a regardé mon père, qui se tenait là, bouche ouverte, l'air d'un poisson. Il a regardé ma mère, qui était blanche comme un linge. Il a regardé Camille, dont le visage était un masque d'incrédulité totale et horrifiée. Sa voix n'était pas forte, mais elle a fendu le silence comme un couteau. Froide, claire et absolue. Je suis Mark Sterling, dit-il, ses yeux fixés sur mon père, le mari d'Amélie. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Si le coup de la procureure adjointe de la République avait semé la confusion dans ma famille, la révélation de Mark Sterling les a brisés. Ma mère, Christine, avait l'air d'être physiquement malade. Ma sœur Camille, sa nuit parfaite en ruine, a été la première à trouver sa voix. C'était un cri perçant. Non, ce n'est pas possible. Tu mens, a-t-elle hurlé, le visage tacheté et rouge. Tu l'as engagé. Tu les as tous engagés pour ruiner ma nuit. Mon père François a juste balbutié. Son récit, sa vision du monde entier avait été brisée devant ses pairs. Mais tu es une avocate publique, a-t-il bégayé, me regardant moi et Marc. C'est un milliardaire. J'ai regardé mon père pour la première fois de ma vie. Je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de douleur, juste une finalité tranquille et froide. Je n'ai jamais été avocate publique, papa, ai-je dit, ma voix claire et stable, amplifiée par le lourd silence de la pièce. Je suis procureure adjointe de la République. Je ne vous ai jamais menti. J'ai juste cessé de partager ma vie avec des gens qui ne savent que me blesser. Le bras de Marc s'est resserré autour de ma taille, sa veste chaude sur ma peau. Il a regardé mon père et sa voix était d'un calme mortel.
Et juste pour que ce soit clair, Monsieur Duval, a dit Marc, je vous ai vu humilier publiquement ma femme et ensuite je vous ai vu l'agresser avec ce plateau de champagne. Mon équipe de sécurité, soit dit en passant, a tout sur vidéo haute définition. Vous aurez des nouvelles de mes avocats. C'était ça. Le coup de grâce, le visage de mon père, qui avait été rouge de vantardise, est devenu d'un gris cireux et pâle. C'était un promoteur immobilier. Il comprenait les poursuites judiciaires. Il comprenait les menaces, et il savait, en regardant Mark Sterling, que ce n'était pas un bluff. J'ai regardé ma mère, qui me fixait comme si j'étais une étrangère. J'ai regardé Camille, qui était enfin, divinement silencieuse, la bouche ouverte d'horreur. Félicitations pour les fiançailles, Camille, ai-je dit. Je m'en vais maintenant. Marc ne m'a pas lâché. Nous nous sommes juste retournés et avons marché. Son équipe de sécurité, qui se tenait près de l'entrée, a bougé avec nous, créant une bulle protectrice silencieuse. Nous sommes sortis directement de la salle de bal, laissant ma famille seule dans les décombres du récit qu'elle avait passé une vie à construire. Je n'ai pas reparlé à ma famille cette nuit-là. Il a fallu 1 an, une année entière de thérapie pour moi et finalement pour eux avant qu'une vraie conversation puisse même commencer. Notre relation n'est pas parfaite. Elle ne le sera jamais. Mais pour la première fois de ma vie, elle est réelle. Elle est construite sur des limites dures, douloureuses et nécessaires. J'ai réalisé que la famille n'est pas toujours les gens avec qui l'on partage du sang. Ce sont les gens qui vous voient. Marc est ma famille. Ma cousine Sophie, l'enseignante qui m'a apporté des serviettes, est ma famille. Mon équipe au bureau du procureur. C'est ma famille choisie. Parfois, l'acte d'amour-propre le plus courageux est d'arrêter de supplier pour avoir une place à leur table et de finalement se lever et de construire la sienne. Avez-vous déjà dû poser une limite difficile pour protéger votre propre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre écoute.